Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Janie Gaspard. Janie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, ça me fait plaisir. Alors, je rappelle que Janie, vous êtes une mentor du leadership, notamment au féminin, sur toutes les questions de l'entrepreneuriat, que vous êtes aussi engagée politiquement, puisque vous venez d'être candidate pour les dernières élections du Québec sur la circonscription de Viau. Pour la coalition Avenir Québec, la CAQ. Et à côté de ça, vous êtes aussi engagé, que ce soit sur votre ville, que ce soit au niveau des différentes associations, pour accompagner les femmes en direction de l'autonomisation, prendre leur place, avoir l'audace de s'assumer, de créer, de s'inventer. Est-ce que j'ai bien résumé votre parcours? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, merci beaucoup, Janie, d'avoir accepté notre invitation. Et avec toutes ces casquettes, que ce soit au niveau national, au niveau international, dites-nous, pour vous, qu'est-ce que c'est le mot pouvoir? Bien, le mot pouvoir, si on veut lui donner un terme personnalisé, c'est cette capacité d'influencer une personne, exemple, à faire quelque chose qu'autrement, il n'aurait pas fait de lui-même. Donc, si je veux le simplifier, c'est vraiment cet aspect d'influence qu'on peut avoir, soit au niveau des personnes, d'une situation, d'un événement. Donc, ça c'est là pour moi. Est-ce que ça se traduit pour vous de la même façon dans votre espace personnel que professionnel? Oui, effectivement, parce que l'influence qu'on peut avoir, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, donc les femmes que je rencontre au niveau professionnel, bien, je les encourage à prendre des initiatives et aussi à se lancer en affaires si c'est ça leur désir. Malgré les contre-courants qu'on a, l'éducation, des fois qui nous pousse à rester en arrière-plan. Donc, j'avoir cet impact d'influence dans leur vie pour leur dire, écoute, c'est possible d'y arriver. Oui, c'est pas facile, c'est vrai. Oui, il y a beaucoup de montagnes. Oui, il y a plusieurs excuses, mais c'est faisable. Puis au niveau personnel, juste le fait de pouvoir être toujours, de motiver quelqu'un, de l'encourager. Des fois, le découragement vient et de pouvoir être une écoute aussi. Donc, c'est une façon d'influencer les autres à regarder les choses du bon côté et à avancer dans leur vie, et que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc, oui. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que ça a été votre cas? Ou est-ce que c'est le cas des femmes que vous accueillez, que vous rencontrez souvent? Oui, tout à fait. Pour être dans des sphères décisionnelles, oui, on sacrifie quelque chose. D'une part, ce serait le temps. Parce que le temps qu'on consacre, que ce soit au niveau professionnel, dans nos activités, le temps qu'on donne, elle est sacrifiée quelque part, elle est coupée quelque part d'autre. Donc, quand on veut vraiment s'impliquer, on veut vraiment avoir les deux pieds dedans, notre temps, elle est limitée. On n'a pas beaucoup de temps. C'est sûr qu'on n'a pas une tonne de loisirs qu'on peut faire. On ne peut pas non plus décider du jour au lendemain, OK, là, je m'en vais. Donc, on a une course après la montre, donc on est vraiment limité dans le temps, puis le temps est quand même sacrifié. Il y en a d'autres, ça se résume par leur maternité, la vie familiale. Yeah. Donc on ne peut pas être deux endroits en même temps. Si, admettons, on se consacre à sa carrière, est-ce qu'on peut vraiment être à la maison? Donc il faut vraiment trouver un équilibre, mais le temps est vraiment sacrifié. Et il y a aussi la dimension politique, parce que vous êtes aussi engagé politiquement, donc ça rajoute une couche supplémentaire. Donc, il faut être très discipliné, il faut savoir gérer son temps, et aussi, on n'a pas une seconde à perdre. Donc, dès qu'on se lève, on sait déjà qu'est-ce qu'on va faire, puis on ne peut pas perdre du temps. Beaucoup de femmes qui veulent s'engager en politique disent justement, je ne peux pas parce que j'arrive pas à gérer cette vie politique, publique, et cette vie personnelle. Est-ce que des femmes sont venues vous voir pour prendre conseil et qu'est-ce que vous leur dites? Bien, c'est sûr que c'est un défi. Il ne faut pas avoir peur des défis parce que les défis, on est là pour les surmonter. Donc, que ce soit au niveau politique, que ce soit dans une autre carrière, je suis sûre et certaine que la personne aurait eu d'autres défis. Donc,
ce n'est pas une excuse d'après moi. Ce que je leur dis, écoute, si c'est ce que vous voulez faire, c'est votre désir, c'est votre envie de le faire, il y a manière de trouver un équilibre, il y a une manière d'y arriver, il y a une stratégie à faire. Il y a aussi une discipline aussi à adopter, un mode de vie, un train de vie qui va être différent tout simplement. Mais c'est faisable, donc il n'y a rien qui peut nous empêcher de nous engager en politique si tel est notre désir. Est-ce que vous avez souvent l'occasion, dans le cadre de vos activités, d'avoir des espaces de discussion avec des femmes pour aborder de tous ces sujets qui peuvent constituer des freins dans l'accès soit aux espaces de décision ou à la création ou à l'entrepreneuriat? Oui, à travers mon entreprise Femmes qui font, c'est un endroit où est-ce que je rencontre beaucoup de femmes de différents profils avec lesquelles on discute, on jase, on essaye de trouver des solutions à certaines problématiques qui peuvent confronter. Également, je siège sur plusieurs conseils administratifs également. Donc, oui, c'est un autre endroit où est-ce que je côtoie beaucoup de femmes. Dans les réseaux de contacts, les réseautages, les 5 à 7, au niveau plus professionnel également. C'est un autre endroit où est-ce qu'on rencontre beaucoup de femmes. Et quand on va dans des parties, il y a plein de femmes aussi, même quand c'est dans un mariage, dans un souper, une famille, on a toutes sortes de discussions, on rencontre encore de la famille qui vient encore là discuter. Qu'est-ce que tu penses? Ouais. Est-ce qu'il y a une stratégie que vous avez identifiée que les femmes pourraient mettre en place pour accélérer leur accession dans les espaces de décision? Oui, je crois que bien, pour commencer, il faut s'éduquer. Ne pas négliger l'école, d'aller à l'école. Se former. Oui, et d'avoir un degré plus que... soutenu. Il faut aussi être ouvert au réseau pertinent aussi. Donc, on s'entend qu'on peut faire affaire avec 10 réseaux, puis il n'y en a pas un qui est pertinent. Donc, quand on a des réseaux pertinents, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des finances sociales, donc de se mettre vraiment dans différentes sphères de décision et aussi ne pas négliger le bénévolat, le communautaire. Donc, c'est des endroits où est-ce qu'on va aller, c'est là que les gens se rencontrent, ça se discute. Donc, si on veut vraiment avoir une stratégie gagnante, donc l'éducation, les prises de contact, c'est très important. D'accord. Donc, ne pas s'isoler en fait, ne pas rester isolé parce que du tout, ce serait pas profitable du tout. Ok. Que pensez-vous de mettre en place des quotas pour faciliter l'accès des femmes, soit en politique ou dans d'autres espaces? Bien, les quotas, honnêtement, je ne pense pas que c'est une très bonne idée. Pourquoi? Parce que les quotas viennent satisfaire des statistiques, un chiffre. Donc, c'est plus que ça. Donc, avoir des femmes, c'est plus que ça. C'est qualitatif aussi. Donc, on essaye de bien paraître avec des quotas, disant qu'on veut avoir 10 femmes, 15 femmes. Mais je ne souhaite pas être dans un endroit juste pour gonfler des chiffres, pour montrer que la statistique est correcte ou pour bien paraître, pour être une personne de façade. J'aimerais ça être là parce que je suis compétente, parce que j'ai vraiment les aptitudes qu'il faut. Donc, je crois que c'est une autre façon, que ça doit être une responsabilité sociétale. Donc, c'est une façon, mais je ne pense pas que c'est suffisant. D'accord. Ouais. Donc, ça peut être un premier pas, mais ce n'est pas une finalité. Non, tout à fait. Je ne pense pas qu'on peut s'arrêter à ça, au quota. Il faudrait vraiment aller plus loin, gratter plus au fond de la question et voir, parce que c'est une problématique qui est là depuis longtemps, qu'on essaye de résoudre. On a mis des quotas jusqu'à présent. Ça n'a pas réglé grand-chose parce qu'on est encore dans le même dilemme. Ouais. Parce qu'il y a d'autres pays où ça a été fait, qui a quand même montré un succès, ne serait-ce que pour contribuer à changer les mentalités. Parce que des fois, on peut venir de très très loin, parce que cette question d'égalité et de parité reste encore un sujet où ça dépend de qui le met en place. Mais donc, on pourrait peut-être démarrer sur ça, mais ne pas perdre de vue que ce n'est pas une fin en soi, quoi. Non, tout à fait. Oui, ça peut être une façon de commencer, de dire qu'on a besoin d'un certain pourcentage, mais moi, je ne crois pas qu'on peut s'arrêter juste à ça. Donc, on a besoin de la qualité aussi. Puis, les femmes, elles ne veulent pas être un numéro.
Donc, je suis là parce qu'on avait besoin de 5 femmes. Je suis là parce que je suis utile, parce que je suis importante. Pas parce qu'on a besoin de 5 femmes. Alors, on va prendre 5 n'importe où, puis on va régler le problème. Non, mais il y a normalement déjà les femmes, quelles qu'elles soient, elles sont déjà un peu plus compétentes, paraît-il, parce que si on arrive à prendre n'importe quel homme, on peut peut-être commencer par prendre n'importe quelle femme aussi, parce que ça fera déjà l'affaire. Parce qu'on a tendance à nous demander toujours d'être exceptionnel. On pourrait peut-être juste se permettre d'être quelconque. Oui. Parce qu'il y a plein d'hommes quelconques qui occupent des postes intéressants. Et en tout cas... Ouais. Non, vous n'êtes pas d'accord? Bien, moi, sincèrement, j'aimerais pas être quelque part parce qu'on avait besoin d'un chiffre. Ouais. Moi, je veux être quelque part. Puis aussi, de ne pas avoir peur de refuser certains postes. Si, admettons, on vous demande d'être dans... Pas parce qu'on a besoin qu'une femme l'occupe, mais ça n'a aucun rapport avec ce que je fais. Donc, j'ai aucune utilité. Je ne vais pas être une décoration. Je ne vais pas être une fleur. Donc, moi, je suis là parce que j'ai quelque chose à dire et que je peux apporter je suis une valeur ajoutée. Donc, c'est comme ça que je le vois. Tant aussi longtemps que je ne suis plus utile, la valeur ajoutée peut être très petite. Elle peut avoir un aspect beaucoup plus arrière-plan parfois. Il ne faut pas avoir peur de ça. Donc, si, admettons, je n'ai pas d'utilité, je ne vois pas vraiment... non, moi, je ne m'impliquerai pas de manière... Par respect aussi pour mes confrères et mes consoeurs, puis aussi pour ceux que je serve. Est-ce que vous avez identifié une pratique, quelque chose que les organisations dans ces conditions pourraient faire pour faciliter l'accès des femmes dans ces instances de décision sans pour autant passer par le quota ou en dehors du quota? Je crois que les organisations font beaucoup d'efforts pour améliorer la situation. Une des situations que j'ai pu voir, c'est vraiment la législation pour la parité. D'avoir vraiment des mécanismes transparents pour arriver à avoir une parité en organisation ou en entreprise et aussi d'établir des mécanismes sanctionnaires quand on n'atteint pas nos cibles. Donc, certaines organisations vont profiter pour avoir un profil de candidat, pour avoir un profil enrichi. Donc, par exemple, en CA, conseil d'administration. Donc, on va essayer d'avoir des profils complémentaires. Donc, à la place d'avoir, exemple, 5 avocats, on pourrait en avoir 1 ou 2 et profiter d'autres profils qui viendront se joindre. Donc, je crois que c'est déjà un pas de plus pour aider à pallier à ce problème. Donc, une législation, des sanctions et aussi avoir un profil enrichi dans tous les domaines, ça permet d'avoir un meilleur équilibre. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que ça prenne trop de temps? Parce que finalement, les organisations peuvent se dire, OK, on nous accorde le temps pour accéder à cette parité, parce que ça reste un peu au bon vouloir. Est-ce que vous ne pensez pas que la sanction, elle doit être la première chose qu'on doit mettre en place ou imposer en tout cas un cadre, non? Bien, je ne crois pas qu'on doit faire peur aux entreprises non plus en imposant des sanctions. Oui, ça prend du temps parce que c'est un problème qu'il faut résoudre. En essayant de résoudre le problème trop rapidement, mais on n'arrive à rien. Mais si on prend le temps d'aller vraiment au fond de la question et d'avoir une bonne base, une bonne fondation, il faut prendre le temps pour le régler parce que ça fait trop longtemps que ça traîne et que cette situation n'est toujours pas résolue. Donc, je pense que c'est le moment de s'asseoir et d'avoir une réflexion stratégique et d'apporter des solutions. Les solutions n'arrivent peut-être pas du jour au lendemain, mais on y va aussi pour le long terme. Est-ce que ça veut dire que s'il y a des entreprises dans ces conditions qui ne respectent pas ces engagements-là, en revanche, la sanction, elle doit s'opérer très rapidement et elle doit être à la hauteur du préjudice? Oui, je crois qu'il faut donner l'organisation le temps de pouvoir établir cette réflexion stratégique et d'établir des solutions et des pistes de solutions également avec leurs pairs, etc. Leur donner cette possibilité d'y arriver une fois que le temps a été accordé. Donc là, s'il n'y a aucune décision qui a été prise, aucune marge de manœuvre qui a été prise à ce moment-là, on peut commencer à appliquer une sanction. Mais on ne pourrait pas commencer à établir des sanctions sans avoir donné tous les outils nécessaires pour y arriver. Et malheureusement, il y a certaines entreprises qui sont dépourvues. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de professionnels, ils ont besoin de coachs. Donc, ils n'ont pas les moyens non plus de se le payer. À ce moment-là, eux autres, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'on va les sanctionner ou on va les aider? Donc, c'est vraiment d'aller dans une direction d'aide.
de pédagogie. Exactement, oui. D'accord. Est-ce que vous avez identifié, vous, une pratique que vous avez pu identifier dans une entreprise ou dans une organisation qui a pu contribuer à ce que les choses s'arrangent? Pas distinctement une stratégie, mais ce que je constate, c'est que toutes les entreprises, quand même, dans lesquelles que je suis, font des efforts. Okay. Et oui, on n'a pas encore la formule magique, mais on voit vraiment qu'il y a un effort, qu'il y a une préoccupation, il y a vraiment un son de cloche qui est, on l'entend, on voit que oui, il y a un problème, mais on n'a pas encore la solution. Vous savez, quand on cherche un médicament pour guérir une maladie, on n'a pas la formule magique du jour au lendemain, mais on essaye, on progresse jusqu'à ce qu'on y arrive. Ben, donc, moi, je pense que les organisations sont là. J'ai pas... Si on l'avait trouvé, je pense qu'on n'aurait plus de problème. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez une phrase, un proverbe, une devise, quelque chose qui illustre vos combats, votre vision des choses ou en tout cas votre personnalité? Oui, donc cette citation de Saint François d'Assise m'a toujours interpellée. Ça dit, rappelez-vous, quand vous quitterez cette terre, vous n'apporterez rien de ce que vous avez reçu, uniquement ce que vous avez donné. Excellent. Très bien, je comprends mieux vos engagements alors. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, laquelle ou lequel aimeriez-vous être et pourquoi? Il y a une personne qui m'a beaucoup influencée, c'est Madame Condoleezza Rice. C'était une politicienne américaine. Puis je lisais beaucoup sur ses citations et tout. Et puis il y a quelque chose qu'elle avait dit qui m'avait marqué. Puis elle avait dit, quand on cherche des mentors, quand on cherche des personnes inspirantes, on ne va pas toujours trouver une personne qui nous ressemble. Des fois, notre mentor va être une autre personne autre que ce que la société voudrait nous projeter. Comme elle, à son époque, donc on sait que les femmes, elles n'étaient pas au pouvoir, elles n'avaient pas cette ouverture qu'on a aujourd'hui. Donc, ses mentors à elle, c'était vraiment des hommes blancs d'une 60aine d'années. Elle, c'était pas facile pour elle d'avoir des mentors femmes. Et encore moins noirs. Et en plus. Donc, moi, aujourd'hui, si j'ai ces mentors-là, comme par exemple elle, je trouve que elle est inspirante parce qu'elle a quand même pu faire le chemin malgré qu'elle n'avait pas de personnes sur lesquelles comme déposer, on va dire, pour bâtir ses fondements. Oui, en plus, elle a été beaucoup décriée dans la communauté noire parce qu'elle n'avait pas le parcours classique Tout à fait, de la aussi. femme noire et qu'il y avait plein de codes qu'elle ne connaissait pas liés à la communauté. Et tout à fait. Donc, elle était à gauche, je dirais, de nous, mais pourtant, elle a tenu son bout. Puis, elle a dit, écoutez, si votre passion, c'est de faire telle chose, mais faites-le. Ne vous laissez pas abattre parce que quelqu'un d'autre va définir que vous devriez être. Soyez ce que vous voulez être, non pas ce que la société dit que vous devriez être. Donc, elle, c'est une personne qui m'a beaucoup influencée. Oui. D'accord, très bien. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Oh, il y a tellement de choses, mais je commencerai par le sort des enfants qui sont dans des situations déplorables. Ce sont des êtres innocents qui n'ont rien fait pour être là et voilà, qui se trouvent dans une situation catastrophique. Je commencerai par le sort des enfants. Il y a du travail. Oui. Justement, si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Je serais un aigle. Et pourquoi? L'aigle, c'est un leader. C'est l'oiseau le plus fort, le plus puissant. Et aussi, il a une vision incroyable. Peu importe la hauteur qu'il est, donc il peut voir quelque chose vraiment tout petit en bas. Donc il a une vision vraiment loin et large. Et il n'a pas peur des tempêtes, il n'a pas peur des vents parce qu'il va essayer toujours de voler plus haut. Plus haut pour reposer ses ailes. Parce que en haut, une fois avoir passé la tempête, mais il n'a pas comme à essayer de... C'est une façon pour lui de se reposer. Et l'aigle ne vole pas avec d'autres oiseaux. Il vole tout seul. Donc, il faut avoir une certaine vision, une certaine assurance, une certaine confiance.
une certaine force de caractère aussi. Donc, moi, ouais. Très bien. Si une petite fille regarde cette entrevue et vous dire « Quand je serai grande, je voudrais être Janie Gaspard », vous lui diriez quoi? Bien, moi, je lui dirais, quand tu seras grande, tu seras toi-même. Je serais émue d'avoir pu influencer une personne, mais en même temps, je lui aurais dit, quand tu seras grande, tu seras toi, parce que tu es unique, parce que tu es exceptionnel. C'est parfait. En préparant cet entretien, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté et pourquoi? Oui, moi j'ai apporté un soulier. Très bien. Qui est mon soulier d'ailleurs que je porte en ce moment. Le soulier, ça commence tous par un pas. Tout ce qu'on fait dans la vie commence par un pas. Même un bébé, dès qu'il naît, commence par marcher. Parce que c'est important. Tout commence par un pas. Et aussi, c'est pas toujours facile. Comme c'est pas toujours facile de marcher avec des talons hauts. Des fois, il faut se pratiquer à la maison. C'est pas toujours évident. Mais il faut savoir tenir son équilibre. Avec des talons hauts, on maintient notre équilibre. Les talons hauts, c'est raffiné, c'est délicat, mais c'est fort. Parce que ça soutient tout mon poids. Donc, pour pouvoir maintenir mon poids, il faut quelque chose d'équilibré, de raffiné, de très joli aussi, et en même temps, très fort. Et je crois que le pouvoir des femmes, ça s'explique comme ça. Ça paraît délicat, mais au contraire, c'est très fort. Ça paraît c'est raffiné, c'est souple, mais en même temps aussi, sans ça, elle n'aurait pas pu marcher. Merci Janie d'avoir accepté notre invitation et merci pour cet entretien. Ça me fait plaisir. Merci Carole. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui osent changer le monde. Merci de nous avoir écoutés et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à aller nous soutenir en allant sur notre chaîne YouTube, Femmes et Pouvoir, ou en allant nous soutenir sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, LinkedIn ou Instagram. À très bientôt.